Voici un dessin normalement bien connu. Alors un point grand A est fixé sur une courbe et on dit que la fonction est dérivable en petit a si cette limite, qui est la limite en fait du coefficient directeur de la droite AM, voilà une séquente, tend vers un nombre fixé qu'on note alors la dérivée de f au point A, f' de A. Alors on a la même définition ici en posant x égale a plus h. Je pense qu'on rappellerait cette définition si on voulait l'utiliser. Alors le point M ici ne sert plus à rien. Alors ce qu'il faut retenir en premier sur les dérivées, ce sont ces théorèmes. Quand on a une dérivée définie sur un intervalle, elle est strictement positive, la fonction est strictement croissante, comme ici. Voilà, et strictement négative, strictement décroissante, comme ici, où on a une dérivée négative. Et bien sûr, quand la dérivée s'annule, on a un extrémum si elle change de signe, comme ici. Alors, vraiment à connaître l'équation de la tangente ACF en A qui est tracée en vert ici. Son coefficient directeur, c'est f' de A. Y égale f' de A fois x. Et puis, quand x vaut petit a, ici on a 0, y égale f de A. Donc on n'a pas le droit d'oublier cette formule. Sur ce site un peu vérolé par la pub, on trouve les formules usuelles de dérivation. Voilà, dérivée de ces fonctions, vous les connaissez. Alors les voici. Alors ici, n entier supérieur ou égal à 2, non, ça marche aussi pour les autres entiers, y compris négatifs, on y reviendra. Ça c'est le cas général, ici c'est n égale 1, ici n égale moins 1, ici n égale 1 demi. Bon, et pour exponentielle et logarithme, on y reviendra un peu plus tard. Alors ensuite, il faut connaître les opérations sur les fonctions. Si k est une constante ici, alors j'enlève parce que la dernière n'est vraiment plus du tout au programme. Si k est une constante, k fois u', alors une somme ou un produit c'est symétrique en u et v. Pour un quotient, on dérive d'abord le haut, u'v moins. Bon, le reste, rien à dire. 1 sur u, c'est un cas particulier de celle-ci. Exemple de dérivée de x puissance n avec n négatif, à gauche ou à droite, de 0 bien sûr. 1 sur x3', c'est x moins 3', c'est-à-dire nx n-1 moins 3x moins 4, c'est-à-dire moins 3 sur x4. Alors maintenant, voilà ce que dit le programme sur les dérivées à connaître. Alors, racine de u, ln de u et puissance u, u puissance n. Alors, on n'est pas censé connaître vraiment la dérivée de f de u, mais on peut le dire, hein, c'est f' de u fois u'. C'est-à-dire quand on connaît la dérivée de f, on remplace x par u de x et on multiplie par u'. Alors on regarde ça avec des exemples ici. F de x égale x puissance n, on connaît la dérivée, et u de x puissance n dérivée, on remplace ici x par u de x et on multiplie par u'. Bon, on l'écrira parfois comme ceci. Alors avec l'exponentielle, on rappelle la dérivée, et x' c'est ex, et u', on remplace x par u et on multiplie par u'. Et idem avec ici le logarithme. lnx dérivée donne 1 sur x, donc lnu, on remplace x par u et on multiplie par u'. Alors ici on est censé connaître f de ax plus b, c'est le cas particulier où u de x égale ax plus b. Bon, ça donne ceci, u' de x vaut petit a et b sont des réels fixés bien sûr. Exemple, dérivée de e puissance ax plus b, ça fait petit a, le u', et puissance ax plus b. Voici la définition qu'on est censé donner de la continuité d'une fonction sur un intervalle. C'est quand on peut tracer sa représentation graphique sans lever le crayon sur l'intervalle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bond, de saut. Alors, à peu près toutes les fonctions qu'on utilise sont continues, parce que dès qu'une fonction est dérivable sur un intervalle, alors elle est continue sur cet intervalle. Alors on regarde cette fonction qui va nous faire un contre-exemple, c'est la fonction partie entière, alors qui est dessinée ici. Voilà, partie entière d'un nombre entre 2 et 3, c'est toujours 2.
etc. C'est pour un nombre positif, la partie entière, c'est ce qui est avant la virgule. Alors cette fonction, elle n'est pas continue, puisqu'on voit bien que dès qu'on arrive à un nombre entier, elle fait des sauts. Alors, une minute de hors programme, la vraie définition de la continuité, en fait, c'est celle-ci. Alors, si on se dessine un point x0, dire que h tend vers 0 ici, ça veut dire que x0 plus h se rapproche de x0. Et à ce moment-là, la limite de f de x0 plus h doit être f de x0. C'est-à-dire qu'il y a la même limite à gauche et à droite. On regarde qu'ici, ce n'est pas le cas. Par exemple, ici, on va se rapprocher de la valeur 3 par valeur supérieure. On regarde la limite à droite, 3, on voit bien que c'est 3. Cependant que si on se rapproche de 3 par valeur inférieure, la limite c'est 2. Donc ici il y a deux limites différentes, une à droite, une à gauche, et il n'y a pas de limite, la fonction n'est pas continue. Bon, avec la définition de la dérivabilité, on pourrait montrer facilement ensuite que si une fonction est dérivable en un point, c'est-à-dire si on a cette limite ici, alors elle est continue. Ce ne serait pas difficile, mais on n'est plus dans le programme. Plus important, le théorème des valeurs intermédiaires. Alors on se donne deux points ici, en bleu, une représentation graphique de fonction, et on imagine un nombre bêta qui est entre, ici les images des nombres, entre C et D, et quelle que soit la valeur de bêta, ici, on peut trouver un nombre, au moins un nombre alpha qui a bêta pour image. Si la fonction est continue, bien sûr, alors on fait un petit dessin ici. Voilà. Pour aller de ce point au point qui est au-dessus, il va bien falloir passer à un moment au moins par la droite bêta ici. Donc on trouve ici plusieurs nombres alpha. Alors, plus important au bac, la version monotone du théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire avec une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle. Bon, par exemple, on trace une fonction ici, voilà. Elle n'est pas tout à fait monotone. Voilà. Ici, il faut vraiment qu'elle soit monotone. Et à ce moment-là, la différence, c'est qu'il y a une unique solution alpha pour tout bêta dans l'intervalle CD. Il existe un unique alpha vérifiant f de alpha égale bêta. Alors ici sur le dessin, A et B ce sont des nombres, C et D eux aussi, mais A peut être moins l'infini ou B plus l'infini, et puis C et D peuvent être des limites. Donc vraiment, alors autre chose, évidemment il faut bien faire le tableau de variation ici. Ceci est censé dire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que la fonction est continue et strictement monotone. Vous pouvez quand même être prudent et rappeler ceci sur une copie. Désolé, ça va se terminer comme une avalanche d'informations. Alors on a vu la symétrie des courbes d'exponentielle et ln par rapport à la droite y égale x, dès qu'on a un repère orthonormé. Par exemple, ces deux points ici sont symétriques et ces deux aussi. Alors ces points, on peut tout de suite noter de quoi il s'agit, et puissance 0 vaut 1, et inversement, ln de 1 vaut 0. Alors ici, on regarde cette symétrie de plus près. Pour tout nombre réel A, on peut calculer son exponentiel. Alors ça donne un nombre B, mais qui est positif. Et la symétrie des courbes veut dire que signifie que les fonctions sont en fait très réciproques l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'ici, dans l'autre sens, on a la courbe qui donne ln. Donc ça veut dire que si je pars d'un nombre A, que je prends son exponentiel puis son logarithme, je retombe sur A, c'est-à-dire cette formule. Alors ça marche aussi dans l'autre sens. Si je pars d'un nombre B positif, que je prends son ln puis son exponentiel, ça donne B. Mais attention, ici ça ne marche que si B est positif. Alors, ces formules-ci sont pratiques, par exemple, si on veut, dans une inégalité comme celle-ci, se débarrasser du logarithme pour trouver x dans cette inéquation, on utilise le fait que la fonction exponentielle est croissante, et on prend les exponentielles. Comme ça, on obtient x. Inversement, si ici on voulait se débarrasser
de l'exponentielle qui est ici, on utilise le fait que le logarithme est croissant, on fait attention, on a des nombres positifs, on prend les logarithmes et on peut obtenir x ici. Alors avec ce petit schéma, on peut encore donner deux valeurs. Si on part ici de 1, l'exponentielle de 1, c'est le nombre e, à peu près 2,718, voilà, c'est le point qui est ici, l'image de 1. Et ce nombre e, par la fonction ln, il donne 1. C'est-à-dire qu'ici, ce point-ci, c'est l'image du fait que ln de e égale 1. Alors ici, bien pensé, exponentielle va de r dans 0 plus l'infini, et logarithme, c'est l'inverse, défini pour les nombres positifs, et à valeur dans r. Alors on rappelle les limites données dans la vidéo précédente, l'exponentielle en plus l'infini, 0 en moins l'infini, donc il y a une asymptote horizontale en moins l'infini. Pour logarithme en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et en 0 plus, c'est moins l'infini, donc il y a une asymptote verticale d'équation x égale 0. Puis, tout aussi important, les formes indéterminées qu'il faut vraiment connaître, et puissance x sur x, et puissance x grande par rapport à x, c'est plus l'infini en plus l'infini. En 0, x fois et puissance x, en moins l'infini, pardon, c'est 0, ici, l'exponentielle l'emporte. Puis, la dernière, la limite de ln de x sur x est 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors en fait, tout ce qui est écrit sur ce tableau ici tient quasiment dans le fait de la symétrie des courbes. Il n'y a finalement pas grand chose à retenir ici. On termine avec les formules dites algébriques. Alors pour la fonction exponentielle, elles sont faciles. Ce sont exactement les mêmes formules que pour des puissances. Il faut connaître évidemment les formules sur les puissances. Alors, par récurrence, ensuite, on montre ceci. Puis, on a bien connu pour les puissances un quotient d'exponentielle. Et quand on prend a égale 0 dans cette formule, on obtient ceci. Alors, ce n'est pas un hasard si on a les mêmes formules que pour les puissances, parce que si on a un nombre entier positif, car e puissance k, c'est e fois e fois e, k fois, c'est vraiment une puissance. Par exemple, E2 c'est E fois E, E3 c'est E fois E fois E. Dans ce cas-là, on veut bien croire que E2 fois E3 ce soit E5. Malheureusement, les formules analogues avec les logarithmes sont moins faciles à retenir. Alors, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Ça se démontre facilement en posant ceci dans cette formule. Alors, il y a un petit schéma qu'on va voir tout de suite. Il permet peut-être de mieux comprendre comment un logarithme exponentiel inverse les sommes et les produits. Alors je prends deux nombres petit a et petit b, on calcule leurs exponentielles ici, et on vient de voir que le produit e puissance a par e puissance b, ici, c'était en fait l'exponentielle de la somme de petit a et de petit b. Donc quand on regarde la fonction logarithme qui travaille dans le sens inverse, le logarithme d'un produit, ça va être la somme des logarithmes. Bon. Et d'ailleurs au départ, c'est pour ça que quelqu'un a inventé que Neper a inventé les logarithmes. Alors la suite, on écrit ceci avec des petites lettres. Par récurrence, on a ceci. Pour un quotient, on transforme ici la somme en différence. Si petit a vaut 1, on obtient cette formule, et traditionnellement on donne en plus celle-ci qui malheureusement a servi au bac encore récemment. Il va de soi qu'ici ces formules sont vraies pour tout petit a et petit b, alors qu'ici il y a à chaque fois des conditions de signe. On prend le logarithme d'un nombre strictement positif. Et ce schéma, il n'est pas utile de savoir le refaire entièrement, pensez seulement qu'exponentielle et logarithme inversent les sommes et les produits.